Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Kamba Samuel, étudiant à l'Université protestante au Congo en management. Et dans cette vidéo, il sera question de parler premièrement des images d'organisation et quelques concepts dominants, de la configuration structurelle d'Henri Mitberg et du modèle de gestion de ressources humaines ou modèle de GRH. Alors, commençons premièrement par les images d'organisation. Pour ce qui est d'image d'organisation, on voit que ce concept sous-entend la stratégie utilisée par une organisation dans le but de faire face à la concurrence et divers aléas rencontrés sur le marché. Bon, c'est vrai que dit comme ça pourrait sembler compliqué, mais on peut présenter différemment en disant que l'image d'organisation peut être interprétée comme étant l'image ou la perception des tiers, des clients, des concurrents et autres vis-à-vis de notre organisation. Et on peut aussi présenter différemment en disant c'est la description de notre organisation par les tiers sur le marché. Voilà. Un bon nombre d'auteurs sont intervenus à ce sujet et parmi eux nous avons par exemple Gareth Morgan qui parlait de l'image de la marque. Et ce concept est très visible auprès des sociétés commerciales. Par exemple, les campagnes publicitaires de Nike, qui est une marque sportive qui présente ses valeurs à chacune de ses publicités, chacune de ses campagnes. Mais c'est aussi un concept et qui est aussi très visible auprès des organisations sportives en jeu. Pour ceux qui suivent le foot, on a par exemple le club de l'Atlético Bilbao qui, qui ne recrute que des joueurs basques. Voilà, des joueurs de sa région qui affichent clairement sa philosophie. C'est un club qui se veut basque et qui, de manière générale, ne recrute que des joueurs basques. C'est sa culture, ce sont ses valeurs, c'est l'image qu'il entretient. Et c'est ça le message que ce club dégage dans son recrutement, dans sa manière de faire, dans sa manière de manager. C'est un club qui se veut régional dans son fonctionnement. Voilà. Et à part lui, nous avons aussi Frankel et les Grises de Porte. Et pour eux, nous retenons que l'image facilite la communication et le jugement des tiers à notre égard. Voilà, un peu comme ce qu'on a pu voir précédemment. Il y a quand même un petit lien, mais là, il dit l'image influence la perception ainsi que le comportement des individus. Pour eux, on doit aussi rajouter le fait que l'organisation travaille sur son image ou la subit. Je vais prendre un exemple. Il y a eu une expérience que beaucoup de youtubeurs font, un bon nombre de youtubeurs font maintenant, c'est que premièrement, ils s'habillent de manière négligée, assez négligée, et passent dans le métro ou cherchent un taxi. Voilà, ils ont plusieurs valises en main et ils sont habillés de manière négligée, un peu sale. Et presque à chaque fois, personne ne voulait les aider à porter leurs valises. Mais on s'est rendu compte que lorsque ces personnes s'habillaient de façon plus chic, on va dire, de façon classe, eh bien, même sans avoir à demander, les gens venaient les aider à porter leurs valises. On leur demandait, ah oui, monsieur, madame, est-ce qu'on peut vous aider? Voilà. C'est un peu une illustration de ce que représente un peu l'image qui a cette capacité à attirer les autres vers nous, cette image qu'on doit entretenir. Et c'est pareil aussi pour les organisations. Nous disons que les organisations doivent souvent se réinventer afin de rester à la page. Certaines organisations, par exemple, vont même jusqu'à changer leur logo dans cette recherche, dans cette quête d'entretien de l'image. On a par exemple Adidas qui l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, comme on peut le voir sur cette image. Mais il y a aussi Puma qui l'a déjà fait, voilà. Ils ont très souvent changé l'image ou le logo de leur marque de façon à les rendre plus attractifs, plus modernes. Et là, nous nous inspirons aussi de Pascal Moliner qui dit que l'image est en ce sens définie comme le produit d'un processus d'inférence ou de réinterprétation mentale d'une expérience sensorielle et perspective.
l'image est susceptible de se modifier si les représentations qui les sous-entendent se transforment sous l'impact de pratiques ou de normes sociales nouvelles. Voilà, c'est l'explication de ce que Nike, Puma et Adidas ont fait pour entretenir leur image, voilà, en changeant de logo, en s'adaptant un peu. Et donc, de manière très simple, nous pouvons dire à ce sujet que l'image doit être entretenue et soignée car elle permet aussi de rester à la page. Eh bien, parlons maintenant de James Grunig. James Grunig, dont nous retenons le rôle communicationnel de l'image. L'image sert à transmettre un message, à attirer les autres, à mettre les projecteurs en tant qu'entreprise, à mettre les projecteurs sur notre entreprise. Et ici, on dit l'image et l'identité entretiennent une relation dynamique et adaptive et structure la communication organisationnelle comme un enjeu de mise en congruence de l'organisation avec son environnement. Bon, c'est vrai que dit comme ça pourrait paraître flou, mais on peut reformuler différemment en disant que la communication est un moyen d'exister, aussi bien pour les individus que pour les organisations, car par la communication, ces derniers peuvent se décrire, se présenter et laisser une impression dans l'esprit des tiers. Voilà, c'est souvent ce côté, laisser une impression dans l'esprit des tiers. Quelle image on veut donner aux autres de nous? Comment on veut que les autres nous regardent, en fait. C'est plus ce côté où nous créons notre identité dans l'esprit des tiers. Bon, là, je pense que, dit comme ça, je pense que maintenant, c'est quand même plus clair. Alors, passons à la configuration structurelle d'Henri Mitzberg. Et les informations sont tirées de son livre La structuration des organisations. Et il existe plusieurs types de structures. Et là, nous avons un bon nombre de structures. On a par exemple la structure simple, la bureaucratie mécanique, professionnelle, la forme divisionnelle, la docratie, structure hybride, structure de matrice, réseau, organisation virtuelle, organisation sans frontières. Mais bon, je pense que là, ça en fait quand même beaucoup, mais il faudra choisir celle qui nous correspond. Et dans le cadre de cette vidéo, nous choisirons quelques-unes. Donc, premièrement, la structure simple. Voilà. Ici, c'est une équipe réunie autour d'une personne ou d'un chef. Exemple, le groupe d'études, une start-up et bien d'autres encore. Et on conclut en disant que l'information circule rapidement. Voilà, c'est l'avantage que présente la structure simple. Et nous avons aussi la bureaucratie professionnelle. Ici, les rôles sont joués par des professionnels du poste, voire des experts à leur poste et qui ont une certaine liberté d'action. On a par exemple les professeurs d'université, les médecins spécialistes. Et ici, la confiance est accordée à l'habilité des membres. Voilà, ici, on croit en leur habilité et à leur dextérité. Et ensuite, nous avons la forme divisionnaire. Là, on voit plus la hiérarchisation, on voit l'organigramme avec la division des différents services et départements. Et ici, le rapport de subordination est plus prononcé par rapport aux autres. Et vient ensuite la structure mécanique qui se veut rigide avec un fonctionnement bien déterminé, des règles, une hiérarchisation et une centralisation visible. Les tâches sont reparties et permettent une spécialisation. Par exemple, la division du travail lors d'un travail de groupe. Et vient ensuite la structure adhocratique qui laisse place à l'innovation, la créativité des travailleurs. Et ici, il y a une forme d'absence de hiérarchisation qui permet ou qui autorise à tous les travailleurs d'innover dans leur travail. Par exemple, un groupe de projet, un laboratoire de recherche. On voit aussi certaines startups informatiques. Voilà. Mais en tant que manager, il faudra savoir s'adapter aux situations en prenant en compte la théorie du contingentement ou de la contingence. C'est pourquoi il est important d'intégrer la structure hybride. Voilà. Elle se veut flexible et adaptive à son environnement et aux divers secteurs d'activité. Elle peut alors combiner plusieurs types de structures. Voilà, tout dépend de la situation,
du travail à effectuer, de l'obstacle auquel l'entreprise fait face. Il faudra savoir s'adapter, choisir la meilleure structure au bon moment. Et grâce à la structure hybride, on peut par exemple combiner la docratie à la bureaucratie mécanique en innovant sur le mode de fabrication et de commercialisation de véhicules électriques. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver chez Tesla par exemple. Je pense que dit comme ça, c'est quand même clair. À 80%, je pense on a quand même saisi. Et passons maintenant à ce qu'on appelle le modèle de GRH ou de gestion de ressources humaines. Ici, on remarque un peu quelques points communs avec Henri Mitzberg, par exemple. Dans le modèle de gestion de ressources humaines, on a le modèle arbitraire qui peut faire référence à la structure simple de Mitzberg. Voilà le modèle arbitraire. On retrouve ce modèle dans la structure simple de Mitzberg. Le modèle objectivant et collégial qu'on peut retrouver dans la structure bureaucratique professionnelle de Mitzberg. Le modèle individualisant que l'on peut retrouver dans la docratie de Mitzberg. Le modèle valoriel que l'on peut retrouver dans la structure mécanique de Henri Mitzberg. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez compris et n'hésitez pas s'il y a des petits moments de flottement où vous n'avez pas bien saisi, vous pouvez quand même revisionner la vidéo encore une fois si vous voulez. Bon, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.